ma première impression que j'ai eue lorsque j'ai volé de Valcartier, de Québec, en fin de compte, jusqu'à Winnipeg, jusqu'à l'aéroport de Winnipeg. On se préparait à l'atterrissage, on volait à l'intérieur d'un CC-130, un avion Hercule militaire. Puis on regardait par les hublots notre descente et c'était une mer intérieure. Donc, ce qu'on réalisait là, en regardant ça, c'était que la majorité du territoire du sud de Winnipeg était complètement inondé. Les fermes étaient laissées à eux-mêmes, les voies de communication terrestre n'existaient plus. Donc, on avait une indication qui nous disait qu'il n'y avait plus personne qui demeurait dans ces endroits-là, ce qu'on voyait à l'intérieur des mers. Mon nom est Luc Lacombe. Je suis major retraité des Forces armées canadiennes. J'ai servi dans l'infanterie principalement, ainsi que dans les forces spéciales qui étaient le Canadian Airborne Regiment à l'époque. J'ai participé à l'opération Assistance qu'on a surnommée le Flood of the Century, les inondations du siècle, en avril, fin avril, début mai 97, on a été appelé pour l'aide au pouvoir civil. En fait, à notre arrivée là-bas, on nous a préparé à différents types d'aides. Définitivement que ce n'était pas nécessairement l'armée qui prenait le contrôle de la situation, ça demeurait toujours les autorités civiles, peu importe le type de besoin qu'ils avaient. Nos leaders faisaient liaison avec les autorités dans lesquelles on était déployés. Que c'était une municipalité ou c'était un quartier, il y avait un ingénieur, un maire ou quelqu'un de responsable qui nous donnait nos tâches. Nos tâches pouvaient consister essentiellement à fortifier des digues, à construire des digues, à remplir des poches de sable, à les transporter du point A au point B parce que c'est beaucoup de manutention, à déployer nos équipements, machinerie lourde, nos payloaders, nos pépines et tout notre matériel, en fait, pour protéger le sud de Winnipeg. J'ai fait beaucoup de digues puis de transport de poches de sable. J'en ai rempli, j'en ai transporté, on a patrouillé à pied certains quartiers pour s'assurer des maisons qui avaient été évacuées, pour être certain qu'il n'y avait pas de saccage qui était fait dans ces maisons-là. Ce que j'ai pas vu personnellement. Là. Et de toute façon, notre mot d'ordre, et selon nos règles d'engagement qu'on avait à l'époque, c'était d'avertir la police locale pour les avertir de ce qu'on avait vu, de ce qu'on avait été témoin, afin qu'eux prennent action et non pas nous. À un moment donné, on a été déployés dans un quartier où la rivière avait débordé et on avait une digue qui était pas loin de 2 mètres de haut. Elle était très haute. Puis le niveau d'eau continuait à monter. Donc, on reçoit la veille une tâche d'aller travailler sur cette digue-là pour pouvoir prendre la relève des gens qui étaient déjà en place. Je me souviens, je suis sur le top de la digue. La digue est super haute. Elle est assez large. J'y vais de mémoire, là, 7-8 poches de sable de large, fait que donc, en hauteur. Puis on sait qu'à la base, c'est beaucoup plus large. Il y avait une fuite de la rivière vers l'intérieur. Donc, les maisons et des gros bâtiments étaient en danger. Dans l'espace de quelques minutes, les gars de ma troupe, de mon peloton, avaient déployé des pompes pour retourner l'eau. Les civils, les locaux, les gens qui demeuraient sur place là-bas, étaient sortis pour nous aider à trouver la fuite puis à la colmater, ce qui était exceptionnel. Fait que c'était un branle-bas de combat qui a duré, encore une fois, je vois de mémoire, ça fait longtemps, là, de quand même plusieurs heures, mais et la crainte, c'était tout simplement de tout perdre. Tu sais, si la digue défonçait, je pense que le quartier au complet y passait. Puis finalement, on en est venu à bout de faire ce blocage-là, de colmater la fuite, puis de continuer à évacuer l'eau. Puis si je me trompe pas, il y avait une combinaison de bouches d'égout qui avait eu un refoulement. Il y avait une ballonne qui avait crevé à l'intérieur de la bouche d'égout et il y avait de la terre glaise qui avait été mise sous les poches de sable. La terre glaise n'était pas parfaitement étanche. Donc l'eau s'infiltrait en dessous. Fait que je me souviens pas exactement tout ce qui avait été fait
mais on avait réussi à colmater la fuite, puis à maintenir un niveau d'eau du bon côté de la digue, si on veut, d'un niveau acceptable. Parce que ça s'est bien fini, moi j'en garde un bon souvenir, parce que c'était la collaboration de tout le monde. Autant les militaires que la population civile qui ont contribué pour garder le quartier là, intact. Personnellement, c'était mon premier déploiement d'aide au pouvoir civil à Winnipeg et j'ai adoré la relation qu'on a développée avec les gens qui étaient là-bas. Parce que ces gens-là, un, étaient reconnaissants, deux, ils n'hésitaient pas en aucun temps à eux-mêmes mettre l'épaule à la roue pour pouvoir nous aider à atteindre notre but. C'est nous qui étions là pour les aider et cette relation-là était exceptionnelle. Malgré le fait que nous venions du Québec, que mon organisation était principalement francophone, même si la masse est anglophone, on ne voyait pas aucun clash de barrière de langue ou quoi que ce soit. J'étais un maniaque de sucré, j'aime les tartes au sucre, tout ce qui est de dessert, puis il y avait des tables pleines de desserts, là, puis on pouvait prendre nos pauses puis manger du dessert. Des gens ouvraient leurs portes de garage et leur maison pour qu'on puisse prendre des pauses. La leçon apprise que je peux donner pour les forces, en tout cas du moins de mon point de vue, c'est que lorsque on nous demande de nous déployer avec du matériel, parce que nous, les troupes, on est arrivés avant. Tout le restant, notre équipement est arrivé par train. Je pense qu'il faut il faut préserver nos liaisons avec tous les transporteurs. On n'a pas nécessairement les moyens, les Forces armées canadiennes seules, de se déployer à grande échelle toutes seules. Donc, on a besoin d'avoir le CN, le CP, des transporteurs de l'aviation, probablement un petit peu de transporteurs maritimes. Il faut que nos dirigeants dans les Forces armées gardent ou préservent ces relations-là. Lorsqu'une situation d'urgence comme ça arrive, il faut être capable, en claquant des doigts, de déployer nos troupes là où ils doivent être déployés. Lorsqu'on parle d'inondation, qu'on parle de Winnipeg ou n'importe quelle autre inondation ou de catastrophe ailleurs, à mon avis, c'est qu'il y a des situations qui sont incontrôlables. Donc, il faut juste en être conscient. Si on décide d'acheter ou d'ériger une maison sur le bord d'une rivière, il faut être capable d'assumer le risque qui est une inondation à un moment donné ou à un autre de notre vie. Peut-être que non si on est chanceux, mais probable que oui. Et je pense que les autorités civiles doivent, je m'excuse de l'anglicisme, doivent wargamer les worst case scénarios pour être capable de, faire face à la menace, peu importe le type de menace qu'il y aura, puis de ne pas hésiter à appeler les autorités civiles et la défense pour éviter le pire.